il y a une double dimension dans le cadre des commémorations des 30 ans. C'est restituer les témoignages des acteurs de l'époque, les témoignages vécus et réellement vécus. Et de l'autre côté, 30 ans après, comment est-ce que la marche pour l'égalité se transmet, comment est-ce qu'elle est étudiée comme objet d'études sociologiques ou historiques. Donc voilà, on m'a demandé un peu de démarrer par un contexte, restituer le contexte de l'année 1983. Et il se trouve que Abdelali Hajat a travaillé ces dernières années là-dessus. Donc je pense qu'on va lui donner la parole pour restituer ce contexte, qui, on pourrait dire la genèse de la marche pour l'égalité, partie des maquettes de la ville de Lyon, dans l'Est lyonnais. Je vais sûrement pas prendre en compte tous les éléments du contexte parce que je pense que vous connaissez tous les éléments aussi parce que c'est pas sûr. Ouais. Mais peut-être que je peux dire ce que j'ai essayé de démontrer dans le bouquin sur le lien entre les rébellions urbaines de l'été 81 et du 21 mars 83 et les mobilisations ultérieures de l'association SOS Avenir Menguette. Donc la question que je me suis posée, c'est comment expliquer la spécificité des Menguettes, comment expliquer qu'il y a eu des tensions sociales fortes, comment expliquer qu'on a eu ces rébellions durant l'été 81 et celle du 21 mars, et essayer de répondre à ces questions en faisant l'histoire du quartier des Menguettes, comment est-ce qu'il a été peuplé, quel type de population, où est-ce qu'ils habitaient, etc. Et à travers cette histoire-là des habitants des Menguettes, de rendre compte de ces conflits. Donc il y a plusieurs dimensions, mais il me semble qu'il y a une dimension importante qui explique les rébellions et qui fait le lien entre les rébellions urbaines et la marche par la suite. C'est le rapport entre les différentes catégories de la population des Menguettes. C'est-à-dire qu'on a ce que j'appelle dans le bouquin une lutte de classe à l'intérieur de la classe ouvrière. C'est-à-dire que les conflits qui vont viser les jeunes en particulier, notamment les jeunes arabes, sont les révélateurs d'un conflit entre, en gros, des classes ouvrières stabilisées qui sont soit propriétaires ou d'autres qui sont employés, qui sont ouvriers professionnels, etc. D'un côté, et puis de l'autre, des ouvriers spécialisés, des ouvriers manutentionnaires, etc., avec une grosse partie de travailleurs immigrés maghrébins, et aussi antillais. C'est une dimension antillaise qui est insuffisamment prise en compte, même dans le bouquin, parce que ça mériterait d'être approfondi. Et donc le conflit interne à la classe ouvrière, il va se traduire par la question du contrôle de la jeunesse. Une des spécificités des Menguettes, c'est le fait qu'il y a une surpopulation juvénile et que les structures d'encadrement disponibles aux Menguettes étaient insuffisantes. Du coup, l'espace de la rue, était véritablement un endroit privilégié de socialisation des jeunes, etc. Donc il y a un effet masse à ce moment-là. Et au lieu d'analyser les phénomènes de bande, dont certains vont dans la petite délinquance, on va interpréter ça comme un conflit racial. Donc, s'il y a des problèmes, s'il y a des conflits, s'il y a des petites délinquances, c'est en raison de supposées appartenances raciales, que ce soit nord-africaine, comme on disait à l'époque, sous le langage colonial, soit antillaise. Et c'est la même grille d'analyse qui va se produire pour comprendre la rébellion de l'été 81. Donc l'été 81, ça correspond à un moment particulier, donc après l'arrivée au pouvoir des socialistes. Et elles se produisent à l'intersection d'au moins deux phénomènes. Donc d'abord un rapport toujours conflictuel avec la police, donc ça c'est pas nouveau, ça s'est pas arrêté, je vais pas revenir là-dessus. Mais un moment aussi particulier, notamment pour ce qui concerne le commissariat de Vénissieux, un ressentiment de la part de la police par rapport à la décision du gouvernement socialiste de suspendre les expulsions de jeunes, donc les expulsions des doubles peines.
Donc c'est ce qui apparaît dans les archives, et ça va favoriser une action de plus en plus présente, de plus en plus forte de la police. Et c'est ce qui s'est produit en 81, et c'est ce qui va se reproduire en 83. Et donc par rapport aux éléments de contexte, il me semble que il y a quelque chose qui est souvent occulté dans les commémorations, etc. C'est la question des violences policières, de la reconnaissance des violences policières. Donc c'était l'enjeu central pour la rébellion du 21 mars. C'était l'enjeu central dans les revendications, tout de suite après. Et il y a une stratégie de la part du pouvoir en place, à la fois du pouvoir municipal, du pouvoir policier et aussi préfectoral, gouvernemental, d'occulter cette question. D'occulter cette question, de ne pas y répondre frontalement. Et du coup, on a dans le rapport de force entre les jeunes et la police un non-dit qui porte sur la question de la reconnaissance des violences policières. Du côté de la police, on a l'idée que si on reconnaît les violences policières, ça va miner la légitimité de la police. Donc on ne pourra pas mener l'action de la police comme on souhaite la mener dans les quartiers. Alors qu'à l'inverse, du côté des jeunes, on a l'idée que s'il y a une reconnaissance des violences policières, là, on va considérer que l'action est plus légitime. Et donc ce contention-là, qui est un élément du contexte qui est central, mais qui va être occulté. Autre élément important, c'est une alliance entre différentes catégories de la population, notamment en Minguette, entre jeunes et moins jeunes, parce que souvent on dit jeunes des Minguettes, mais dans la rébellion du 21 mars, il y avait aussi des mères de famille, il y avait aussi des adultes qui étaient présents, avec le mouvement associatif pro-immigré, donc Jean Lassimat, Christian Delorme, etc. Et là aussi, il y a une spécificité lyonnaise, mais peut-être qu'on pourra en discuter dans notre contexte, c'est le fait qu'on a une tradition du côté de la CIMAD de Lyon, et notamment tout le séminaire du Prado, donc c'est un séminaire qui est propre à l'Église de France, prêtre ouvrier, etc., qui était très présent à Lyon, qui a formé et qui continue de former des générations de prêtres autour de ces questions-là. Et donc le fait qu'on a ces prêtres, ces religieux cathos et aussi protestants qui s'allient aux jeunes, c'est lié à cette histoire-là. Autre élément de contexte, je ne vais pas m'éterniser, qui favorise aussi un lien avec la marche, c'est la position du gouvernement. C'est-à-dire qu'on a un gouvernement qui n'est pas monolithique, donc il y a différentes tendances, et il y a une alliance qui va se produire avec une partie, notamment Georgina Dufoy, son cabinet, Jean Blocquot, etc., avec une attitude ambiguë, on pourrait y revenir dans le cadre du débat, et qui est une des conditions de possibilité de la marche. Autre acteur qui va jouer un rôle important sont les journalistes. Donc on a une autre structure du champ médiatique que celle d'aujourd'hui, avec des gens comme Bernard Langlois, des gens comme Nicolas Beau, des gens comme Robert Marmoz, etc., qui occupent des positions importantes, soit au Monde, soit Antenne 2, soit à Libération, etc. Donc même s'ils n'ont pas été massivement en soutien dès le début de la marche, donc comme le disait Mognis, il n'y a pas un soutien massif, même s'il y a eu quelques annonces qui ont été faites ici ou là, il y a un traitement médiatique assez favorable et ambigu, on pourra revenir sur la question culturelle, beurre, qui va favoriser la mobilisation. Donc il me semble qu'un des enjeux centraux vraiment pour clore ce rapide mise en contexte, la question c'est la légitimité présentielle, la légitimité de la présence sur le territoire français de l'immigration postcoloniale. C'est-à-dire que le fait de dire Ranguené on arrive, le fait de dire on est chez nous, c'était une manière pour les marcheurs d'affirmer cette présence-là. Et en ce sens-là, ça s'inscrit dans les luttes de l'immigration, du J'y suis, j'y reste, les slogans qui étaient présents dans les années 70. Et il me semble que la difficulté, lorsqu'on s'intéresse à la marche, c'est d'articuler différentes dimensions. Il y a la question de l'immigration, il y a la question le rapport entre les classes populaires et la police, il y a la question des classes populaires en tant que telles. Il ne faut pas occulter le fait que ce qui est en jeu aussi, c'est les transformations de la classe populaire.
dans le fait que le Parti communiste était complètement largué, que là, ça correspond aussi au déclin du PC, et ce sont des enjeux qui sont toujours d'actualité. Donc, voilà. Ensuite, la question de l'antiracisme, elle est, comment dire, le soutien du mouvement antiraciste, c'est l'autre facteur, l'autre acteur qui a joué un rôle important dans la mobilisation, avec un rôle aussi dans le fait d'être parvenu à imposer, même si peut-être le mot est un peu fort, mais avoir vraiment mis en avant la revendication de la carte de 10 ans pour les étrangers non communautaires. Parce qu'une des questions qui se posent, c'est comment se fait-il que, au départ, dans les revendications, et Xavier Minguette, il y avait les questions, l'égalité devant la police et la justice, de la question du droit au logement, droit au travail, droit à la formation professionnelle, etc. Et qu'au bout du compte, on se retrouve avec une marche qui obtient la question de la carte de 10 ans pour les étrangers non communautaires. Donc là, je fais l'hypothèse et j'essaie de démontrer dans le bouquin qu'il y a une série de filtres qui se produisent et qui vont transformer le répertoire de revendications entre le début et la fin de la mobilisation. Donc le premier filtre, c'est le filtre des mobilisations antiracistes et pro-immigrés. C'est une longue revendication depuis la circulaire Marcelin-Fontanet 72, l'idée de stabiliser les étrangers non communautaires, donc c'est une revendication importante. Et le 1er juillet 83, il y a le lancement d'une campagne pour la carte de 10 ans, dont est porteur notamment la CIMAD, mais qui rencontre un peu de succès lorsque c'est lancé au mois de juillet. Et la CIMAD de Paris était opposée à la marche au départ, parce que c'était une initiative lyonnaise. Et donc les Lyonnais vont négocier, entre guillemets, l'implication de la CIMAD nationale, en disant que la marche peut porter cette revendication. Donc ça, c'est le premier filtre. Deuxième filtre, c'est un filtre gouvernemental. Parce que le 20 août 83, on a eu un conseil des ministres où il est décidé de mettre à l'étude la mise en place de la carte de 10 ans. Donc du coup, lorsque il y a la décision qui est prise au bout du compte, en gros, ça ne mangeait pas de pain, entre guillemets, du point de vue du gouvernemental, parce que c'était quelque chose qui était déjà prévu dans le programme du gouvernement. Donc voilà, vraiment très rapidement, c'est sûrement incomplet, mais je suis sûr que les autres vont compléter. Merci Abdelali. Je crois que ce serait intéressant que tu fasses un petit rajout sur comment tu as été amené à faire ce travail, le travail que tu as fait, puisque finalement tu es d'une génération, la génération suivante, et que tu n'es pas dans le témoignage, tu es dans l'étude. Hein, même savante, et que cette étude, on peut, pour ceux qui s'intéressent d'approfondir, vous pouvez bien sûr vous procurer le livre que tu as écrit, qui vient de sortir aux éditions Amsterdam, où tu développes donc bien cette idée de Genèse et les éléments en force que tu as décrits. Mais juste pour qu'on soit bien d'accord, l'idée de cette première séquence là de rencontre, c'est insister davantage sur le contexte, sur le ou les éléments déclencheurs de la marche pour l'égalité. Hein, et que tout à l'heure, à partir de 5h30, il y aura un deuxième débat sur 83-2013, 30 ans de marche, dont la carte unique de 10 ans et ses éventuelles remises en cause successives et ultérieures sont en discussion. Il y a aussi la question de l'islamophobie que tu as gardée en réserve apparemment pour le débat. Est-ce que donc tu peux nous dire en deux mots, qu'est-ce qui t'a amené à travailler sur la marche? Comment tu as été amené à travailler sur la marche? Est-ce qu'il marche? Il marche, je crois. Oui, il marche. Donc je me suis d'abord intéressé à la marche, donc c'était en 2002-2003. Donc j'étais militant, étudiant à Lyon, et la première fois que j'en entends parler, c'est à l'occasion d'une conférence qui a été donnée par Saïd Bouamama à la librairie La Griffe. Donc je vois l'affiche, le mouvement de l'immigration, où en est-on, quelque chose comme ça. Librairie Anar. La librairie anarchiste, libertaire, rue Sébastien Griffe. Et en fait, c'est comme ça que j'en entends parler. Donc sachant que je vivais à l'époque au Minguette et que je n'avais jamais entendu parler dans mon entourage, que ce soit à l'école, etc.
Donc c'est une découverte pour moi qui avait 1 an en 83. Et donc du coup, voilà, mon idée c'était donc de lire. Donc j'ai commencé à lire Saïd Bouamama, Maurice Abdallah, etc. Et donc j'ai essayé de faire un petit documentaire, mais qui vaut pas grand-chose. Quelle modestie. En 2000, non, objectivement, s'il tient pas la route. Mais en 2003, donc il a circulé un peu dans le monde militant lyonnais. Et donc j'ai mis un peu de côté cette question-là. Donc j'étais pas du tout dans une perspective scientifique, etc. Puisque moi j'ai fait ma thèse sur autre chose, sur la condition de nationalité, la condition d'attribution de la nationalité française. Et donc j'ai eu l'occasion à partir de 2006-2008 de revenir là-dessus. Et l'idée c'était de prendre la marche pour l'égalité et ce qui a précédé comme objet de recherche. Qu'est-ce qu'on peut en dire d'un point de vue scientifique? Sachant que j'ai pas vécu les événements, sachant que les témoignages, de fait, ce sont des discours qui sont produits a posteriori, il y a beaucoup d'oubli, il y a des reconstructions, etc. Donc voilà, j'étais marqué par le fait qu'il y avait très peu de travaux, même si il y a des travaux in situ, à un moment donné. Donc même si on n'aime pas DJ Azouli, il a écrit des trucs, le travail d'Ahmed Boubaker, ton travail, celui de Sid Boumama, etc. Donc l'idée c'est de compléter les travaux existants à travers l'analyse d'archives et d'entretien. Et de fait, ça permet d'avoir une vision un peu globale, puisqu'on a des archives à la fois militantes, mais aussi des archives officielles. Donc les renseignements généraux de la police nationale, du cabinet de Dufoy, etc., etc. Donc c'est ça ma démarche en tant que sociologue. Et il me semble que le fait de ressortir des documents qui n'étaient pas connus des acteurs de l'époque, ça peut être intéressant aujourd'hui. À un moment donné, par exemple, en novembre 1983, il y a le préfet de police et le préfet qui vont au commissariat de Vénissieux et qui donnent la doctrine de la bavure policière. Donc ce document, qui de fait n'a pas été diffusé, qui était privé, rend compte de ce que pensait la police à l'époque de cette question des rapports entre police et jeunes. Le fait de ressortir, par exemple, le discours de Marcel Well, qui était le maire de Vénissieux, sur l'instauration d'un seuil de tolérance. Donc là, c'était jamais avoué publiquement. Là, c'est texto, 10%. Il appelle des fois seuil d'intégration, d'ailleurs. Le seuil d'intégration. C'est extraordinaire. Ouais, c'est exactement ça. L'idée qu'il ne faut pas plus de 10 ou de 15% de familles maghrébines dans certains bâtiments, c'était mis en place pendant les années 70 au Minguette, et c'était voulu par les bailleurs sociaux et par la mairie de Vénissieux.